Tu as fait un coming out en parlant de ta vasectomie. C'est un coming out. Je suis entouré que de papas qui me disent « Ah bon, mais tu l'as toujours pas fait ?» Ah ouais, vous êtes tous fait couper les couilles. On enlève le truc des baloches, elles sont toujours là, il n'y a pas de problème. Tous les commentaires que j'ai eus, je me suis rendu compte qu'il y a... Waouh, en fait, il y a plein d'idées reçues. Faut pas le faire parce qu'on t'a mis la pression. Faut vraiment que ça soit personnel. Il y a souvent ce truc qui revient. Ouais, les gars, c'est pas grave. Moi, je suis trop fier. Ma femme, c'est le moteur de la famille. C'est elle qui me pousse. C'est bon et tout ça. Et en fait, je sais pas quoi faire de ça. J'avoue, j'aime bien être le chef de tribu. Et ma femme aime bien me voir aussi dans cette posture-là. Et j'avais tellement peur d'être le macho. Donc, je suis allé dans l'extrême inverse et j'ai voulu pousser ma femme. Moi, en tout cas, il y a besoin que je sois présent et redevenir quelque part un peu l'homme que j'étais. Ouais. Ça fait du bien à tout le monde en fait. Je dirais ma définition du papa, c'est ce nounours, mais cette bête féroce. Et l'enfant, il aura toujours dans ses bras un papa aimant, mais en même temps, au fond, il se dit quand même, putain, lui, il sait me défendre. Tout a commencé sur Instagram. Mon fil en ce moment est blindé de vidéos de papas qui racontent leur vie avec humour. Et Pierre-Yves est apparu dans une vidéo humoristique avec son compte Papa Parle où il raconte sa vasectomie avec beaucoup d'humour. Papa, depuis que tu as eu ta vasectomie, t'es comme le sapin de Noël. Ah bon, pourquoi? Tes boules, elles sont décoratives. En creusant, je me suis rendu compte qu'il était papa de 4 enfants, ce qui est assez rare. Il travaille dans la communication, mais il est aussi ostéo. Et j'ai enclenché la discussion et de fil en aiguille, j'ai eu envie de l'inviter pour nous raconter un peu les coulisses de sa vie de père un peu atypique. Trouver d'autres confrères avec 4 enfants, c'est assez rare, mais qui travaillent dans la communication, qui ont aussi un podcast, c'est encore plus rare. Donc une interview où on parle émotion, on parle éducation, on parle couilles aussi. Je pense que ça va vous plaire. Pierre-Yves, je commence direct avec une petite question pour te mettre à l'aise. Tu as fait le buzz ces derniers temps où tu as fait un coming out en parlant de ta vasectomie. C'est un coming out. On peut parler de ça. Avec plein de petites scénettes assez drôles. Alors moi, là où ça m'a vachement intéressé d'avoir cette discussion, c'est que depuis 6 mois, j'ai l'impression que je suis entouré que de papas qui me disent « Ah bon, mais tu l'as toujours pas fait ?» et moi, je croyais que c'était un genre de sujet... Ouais, j'ai l'impression que c'était presque un sujet tabou, tu sais. Ah oui. Genre, j'ai un pote qui m'en parle, je dis « Oh putain, j'osais pas en parler. » Puis un autre qui m'en parle, genre, voilà. Et là, en gros, depuis cet été, à un moment, à mon anniversaire, je me trouvais à une soirée, enfin là, c'est soirée d'anniversaire, ça picole et tout. Je dis « Ouais, d'ailleurs, un tel, il a fait « Ah bon, mais oui, mais moi aussi. » Et puis en fait, tu sais, genre, il y avait, je sais pas, genre 4-5 mecs, et tout le monde dit, bah moi aussi. Je fais, ah ouais, vous êtes tous fait couper les couilles, quoi. Genre, et en fait, j'ai l'impression que c'est un putain de sujet. Moi, j'ai 4 gamins, t'en as 4 aussi. Ouais. Donc, clairement, moi, ma femme, c'est on s'arrête là. C'est sûr. Oui, c'est pareil pour nous. Tu vas en parler. Et mais moi, j'arrive pas à me faire à cette idée. Du coup, Hélène elle me dit ouais, vas-y, on va quand même prendre un rendez-vous histoire que au moins t'en parles, tu vois, avec un médecin. Pour te dire, hein, j'ai carrément zappé dans ma tête le rendez-vous. C'est rare. C'est rare. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà qu'est-ce qui t'a pris de vouloir en parler sur les réseaux sociaux, et c'est quoi les réactions que t'as eues? Alors, j'ai voulu en parler parce que j'avais justement toujours des questions. Soit des amis qui ont fait ça, etc., ils sont renseignés, soit à chaque fois ça pose vraiment beaucoup de questions. Il y a plein de clichés, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. De par ma formation, donc je suis ostéo, moi j'ai revu la biologie, etc., donc j'avais pas trop d'inquiétude, je sais à quoi ça tient. Bon, je te passe la petite frange qui pense qu'on enlève les testicules directement. Donc ça, non, c'est pas ça. J'avoue que c'est fort. Hein. Ah, oui. Moi, la première fois où quelqu'un m'en a parlé, il en parlait assez ouvertement. Et du coup, en coulisses, c'était putain, il s'est fait couper les couilles, quoi. C'était vraiment. Bah oui. Mais même, il y a toujours ce truc-là. Émotionnellement, dans l'image, tu sais, t'as perdu ta masculinité, quoi. Bah, ça me fait toujours penser il y a un sketch de Blanche Gardin où elle rigole du fait que c'est dur pour nous en tant qu'hommes parce que tout tient qu'à notre capacité à aborder et notre virilité n'est que là. C'est-à-dire, toute notre identité, elle est là. Si t'as plus ça, t'existes plus. Ouais. Donc, je conçois en fait que ça pose plein de questions et que ça inquiète. Ah bah ouais. C'est sûr et certain. Et donc, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est par rapport à toutes ces questions-là et lever aussi tous les clichés qu'il peut y avoir. Et encore, je pense que je vais en faire d'autres parce que
justement, tous les commentaires que j'ai eus, je me suis rendu compte qu'il y a, waouh, en fait, il y a plein d'idées reçues et plein de rumeurs. Bon, alors, on enlève le truc des baloches, elles sont toujours là, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quoi? C'est au-dessus qu'on coupe, en c'est fait, ça? tu as les testicules et tu as ce qu'on appelle les canaux déférents qui permettent aux spermatozoïdes de remonter, de passer au niveau de la prostate, là où est produit le liquide séminal, et ensuite tout part. Si tout se passe bien, évidemment. Mais, et parce qu'il y a aussi des gens qui pensaient que tu n'éjaculais plus aussi. Ah oui. Et en fait, non, il y a toujours un éjaculat, en fait. Il y a toujours, ça marche tout pareil, ça change rien. Mais au niveau de ta testo, ça change quelque chose? Voilà, il y a aussi cette question-là de, bon, bah, tu vas te transformer en femme, quoi. T'as plus de testo, etc. Bon, a priori, j'ai pas les seins qui poussent, tout va bien. Oui, mais en fait, la testostérone, ça change rien du tout. En fait, c'est pas par les canaux déférents que la testostérone arrive dans le corps. C'est par la circulation sanguine. Elle est toujours produite de la même manière. Mes testicules fonctionnent pareil. Alors, t'as le cliché aussi, mais les spermatozoïdes, ils vont où? Oui. mais en fait, alors à moins, on coupera peut-être si c'est trop, mais que tu te paluches non-stop toute la journée, tu as tous les jours des spermatozoïdes qui meurent. Parce que tu n'évacues pas tout. Tu en produis tous les jours. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que juste, ça va dans les lymphes ou les trucs. Oui, c'est ça, ils sont désagrégés, ils sont détruits, etc. Et il n'y a aucun problème. Donc et tu as le taux de testostérone, enfin voilà, je me suis forcément renseigné avant, il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de variation par rapport à ça. Et est-ce qu'on a... Parce que bon, moi je fais encore partie du camp des résistants, mais en même temps je sens le sujet monter dans notre échange. Parce qu'en gros, il y a un peu, soit on garde le risque de refaire des gamins, en gros, même avec de la contraception ou quoi, soit en fait c'est elle ou moi. Moi je me sens pas qu'elle le fasse. Je trouve que c'est beaucoup trop violent, en tout cas pour une femme, en tout cas dans ce que j'imagine. Puis on a des gens autour de nous et ça s'est un peu mal passé. Techniquement, quand même, en gros, c'est soit vasectomie, soit ligature des trompes. C'est plus invasif la ligature des trompes que la vasectomie. Vasectomie, si tu supportes l'image, tu as 2 petites ouvertures de chaque côté des bourses. Et ils viennent couper les canaux. Alors, en fonction des chirurgiens, ils ont chacun leur style. Soit ils coupent sur 1 ou 2 cm, certains font un nœud en plus, enfin voilà. Et est-ce que, j'ai entendu aussi que c'était réversible dans certains pays? Alors, en fait, ça dépend aussi du type d'intervention, mais effectivement, les études montrent que c'est entre 50 et 80% de réversibilité. Mais tous les amis que j'ai eus et le chirurgien que j'ai eu m'ont dit partez du principe que c'est définitif. Si vraiment tu te dis j'ai un doute, etc., tu as la possibilité aussi de faire quelques Mr Freeze, c'est-à-dire que t'en gardes de côté pour plus tard. Ça, c'est aussi possible. Mais voilà, les gens qui font une vasovasotomie, c'est-à-dire quand on fait l'inverse, c'est pas à 100%. Parce que moi, mon premier blocage numéro 1 depuis toujours, c'est j'étais jeune, je devais avoir 26 ans, 27 ans, et j'ai des clients qui deviennent un peu des amis. Ils ont 55 ans, quelque chose comme ça. Ils ont vachement bien réussi dans la vie et tout, et je me retrouve au resto avec eux et ils me racontent un peu leur vie, quoi. Et je comprends que c'est un deuxième mariage, que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, mais deuxième mariage, et lui a eu des enfants dans son premier mariage. Et madame lui a mis une putain de pression pour dire fini. Du coup, lui, clac. Et du coup, elle se barre. Il se remet avec cette dame-là. Et je me souviens, mais comme c'était hier, de ce rendez-vous à table avec elle qui pleure. Et qui dit c'est la souffrance de ma vie. En fait, on n'a pas pu avoir d'enfants et tout. Et franchement, cette scène, elle m'a tellement marqué. Je comprends. Le truc terrible pour lui. Madame qui lui met une putain de pression. Et puis ensuite qu'il quitte. Tu sais, c'est genre ciao, bye, quoi. Alors bon, là, il faut savoir que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une décision qui doit être personnelle. Il ne faut pas le faire parce qu'on t'a mis la pression. Il faut vraiment que ça soit personnel. C'est moi qui ai évoqué le sujet. Ma femme m'en a jamais parlé. C'est moi qui ai d'abord parlé de ça, puis après on en a discuté. Et sur ce sujet-là, en fait, c'est des commentaires que j'ai eus, cette question-là. Si jamais voilà, enfin, même, et encore, je suis diplomate, c'est plutôt ah bah tu vas te retrouver comme un con tout seul après, etc.
Concrètement, je vais pas le cacher. Si jamais je me sépare et que je rencontre quelqu'un, enfin voilà, ça sera sur le CV, quoi. Ouais. Et j'ai pas envie je n'aurais pas envie de me remettre avec quelqu'un. Enfin, faut pas que ça soit une condition en fait d'avoir des enfants. En tout cas, moi aujourd'hui, je n'ai plus envie d'avoir d'autres enfants du tout. Ouais, c'est ça en fait l'argument, je pense, qui m'a le plus fait réfléchir. C'était un papa aussi qui me disait, mais en fait, dans tous les cas, même si ça s'arrête, pour mes enfants actuels, j'aurais pas envie d'en faire d'autres. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai atteint, je suis content. Je sais pas, il avait 3 enfants. J'ai l'impression déjà que ça va me prendre beaucoup d'énergie de les accompagner. Et même pour eux, je me vois pas en faire d'autres. En tout cas, moi, je sentais que même avec ma femme, notre histoire, on avait fini un chapitre. Oui, voilà, c'est ça. Et que là, maintenant, on est arrivé sur un nouveau chapitre de consolidation, de nouveaux projets, etc. Et non, vraiment, je retourne le problème dans tous les sens. J'ai pas envie d'en avoir d'autres. Toi, tu es multidaron. J'ai une expression que tu as utilisée, que je t'ai volée dans un de tes podcasts, que je trouve génial. 4 enfants. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu racontes les évolutions que l'arrivée de chaque enfant a eues. Ah ouais, parce que c'est un peu particulier. En fait, je sortais d'une relation très bizarre, très toxique, on va dire. Voilà. J'étais un peu... voilà, je me suis un peu amusé pendant un an, des rencontres par-ci par-là, et le hasard ou là, je ne sais pas quoi, en tout cas, fait que un problème de planning fait que je me retrouve dans la même salle que ma future femme, dans notre école d'ostéopathie. Ça match super bien. On fait un premier rendez-vous, et là, ça fait vraiment comme dans les contes, mais une évidence. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à écouter quelqu'un. Et là, je dis, bon, allez, on te fascine, quoi. Voilà, on lâche toutes les applis de rencontre, moussa, boum, voilà. On se met ensemble. Un mois après, elle tombe enceinte. Elle faisait une contraception naturelle, thermique. Ça a toujours fonctionné toute sa vie. Et quand on a refait les calculs 1000 fois, je pense que mes soldats ont campé une dizaine de jours. D'accord. Vraiment, je pense que voilà, ça devait se faire, quoi. 15 jours de tourment. Moi, quand elle m'a montré la petite croix bleue, étonnamment, c'était OK. D'accord. Il y avait un truc de OK. Maintenant, quelque part, je m'en remets à toi, je t'accompagne, quelle que soit ta décision. Donc, avortement, pour toi, c'était une des options. En fait, avant, ça a toujours été, si un jour ça arrive et qu'il y a avortement qui est discuté, c'est juste un embryon, je m'en fous. Quand j'ai su qu'elle était enceinte, putain, c'était plus du tout ça. Il y avait une vie. Et je te l'ai déjà dit, je suis pas forcément croyant, ce genre de choses, mais putain, mais dans tous les cas, je m'en remettais à son choix. On avait fait les démarches, hein. On a été à l'hôpital pour ça, etc. D'ailleurs, quand t'es un homme et que t'accompagnes ta femme dans ce contexte peut-être avortement, t'es le roi du monde. Ah ouais? Il y en a pas beaucoup, hein. Et vraiment, mais toutes les femmes me regardaient comme ça. Alors que ça me paraît quand même évident. Voilà. Bref. Et finalement, après moult réflexions, elle me dit, je me rappellerai toujours, j'ai le screenshot du SMS, elle était partie avec des amis réfléchis et tout ça. Je veux avoir cet enfant avec toi, quoi. Wow. Bon, j'ai pleuré. C'était voilà, j'ai vraiment, enfin, ça s'explique pas, quoi. Vraiment. Et on était dans son petit appartement d'étudiante. Moi, j'avais lâché un truc. Enfin, on était vraiment dans 20 mètres carrés. Je venais d'acheter un appartement. Et donc, j'ai vu l'agent immobilier pour visiter. J'étais tout seul. Je signe les papiers. Je suis avec elle. Je vais chez le notaire. On va avoir un enfant. Donc l'agent dit, ah ouais, d'accord, 1, 2, 3. Ça va vite, quoi. Ça va très très vite. Et puis on était en ville, à Nantes, et là elle me dit, non, on va pas élever un enfant en ville. Et donc on est parti sur la côte, ensuite à Pornic. D'accord. Et donc j'ai mis en location, et puis on est arrivé là. Et ensuite le deuxième est arrivé presque aussi par surprise, c'est-à-dire qu'on se posait plus trop la question, etc. Mais si je reviens sur quand même le premier, je pense aux 6 mois du premier, moi j'ai senti une pression énorme. Vraiment toute la contrainte de devenir parent avec les difficultés sur les nuits, etc. J'ai vraiment eu, ça a été un point clé pour moi, avec une grosse difficulté à supporter tous les changements que ça induisait. Surtout que vous êtes étudiant à ce moment-là. Alors elle était étudiante, enfin elle venait de sortir de ses études, et moi j'étais déjà installé.
Et là, j'étais vraiment pas bien. Je commençais à me renfermer et tout. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 32. Ok. Ouais, c'est ça. 31-32. Et là, je remercierai toujours ma femme. Ah, ça va peut-être paraître dur, mais elle m'a pris droit dans les yeux. Elle m'a dit, soit ça change, soit ça continue pas. Ouais. Vraiment. T'as mis un ultimatum, quoi. Une forme d'ultimatum. Mais vraiment, parce qu'aussi, je pense qu'elle a raison de respecter ce qu'elle veut, ce qu'elle voulait, etc. Et ça a été un vrai changement, où vraiment je me dis, bon allez, qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'ai entamé un travail sur moi, et puis le temps aussi fait que, je sais pas, en tant que parent, tu développes des compétences et des capacités incroyables. Maintenant, moi je pense que je peux faire le Vendée Globe quand on fait des cars avec ma femme, etc. Voilà. Parce que c'est vrai que tu en parles sur les réseaux sociaux avec ton compte Papa Parle, que tu es devenu. Ouais. C'est quelque chose devenu papa en fait, d'une certaine manière. Ta punchline, je me souviens plus. Père par surprise et papa par amour. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a une dimension où en fait toi tu t'es vraiment vu évoluer. Ouais. Et c'était quoi là tu dis au bout de 6 mois tu as commencé à te renfermer, tu as fait un travail sur toi, si tu es prêt à partager, c'est quoi les étapes intérieures que tu as dû passer? Parce que parfois il y a des choses qu'on vit mais on n'arrive pas trop à les exprimer, à les modéliser. Est-ce que toi tu es en mesure de nous exprimer les étapes? Je pense que ça a été peut-être de faire un peu le deuil de ma vie, où en fait c'est ça, c'était de passer de je ne suis responsable que de ma pomme à je suis responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Surtout que tu avais passé une année un peu à kiffer. Il y avait de ça, c'est ça, il y avait beaucoup de questions quand même, mais oui, effectivement, là c'était un peu, je papillonnais, etc. Et c'est vraiment cette transition-là. Avant, même si j'étais avec potentiellement une compagne, etc., mais elle est responsable de sa vie, je suis responsable de la mienne, etc. Oui. Et là, quand t'arrive un enfant, d'un seul coup, t'as ce truc de ok, quoi qu'il arrive, même si je suis dans la sauce, que je suis fatigué et tout ça, s'il a besoin, faut que je sois là. Donc il y a aussi une prise de conscience de tu peux pas faire n'importe quoi tout le temps. Et on en viendra peut-être au fait à la notion d'hygiène de vie. Où je me suis rendu compte de l'importance du sommeil, alors que j'étais ostéo, donc je sais tout ça. Mais là, je le vivais dans ma chair, quoi. Et cet accompagnement dont tu parles, c'est quoi? C'est du coaching, thérapie? Il y a eu un peu de coaching, et puis vraiment, je te le disais tout à l'heure, ce qui a vraiment changé les choses dans notre couple, c'est une technique qui est peut-être plus connue sous le nom de Tipeee, mais nous on a fait que ça s'appelle accompagnement aux libérations des perturbations émotionnelles. Et en gros, c'est une technique très simple. On va observer ce qu'on ressent dans notre corps au moment où on est en perturbation émotionnelle. Une perturbation émotionnelle, c'est de la peur, de la colère, de l'énervement, etc. Et quand tu fais ça, en tout cas pour nous, ça a super bien marché. Tu t'en libères et après, dès que t'en vois une, comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que ce moment-là où ta femme, elle te regarde dans les yeux, elle te dit bon chérie, tu bouges ou je te bouge. Là, c'est là, à partir de là que tu dis il faut que j'arrive à gérer mes angoisses, mes stress, c'est ça? En tout cas, il faut que je trouve des solutions pour mieux vivre tout ça. Voilà, carrément. Et j'avais quand même conscience que je veux dire, il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas rien. Fondamentalement, quand je prenais les choses avec du recul et froidement, il n'y avait rien de grave à chaque fois. Mais je sentais une pression incroyable. Je me demande ça vraiment si de tout temps il y a eu des papas qui se sont posés ce genre de questions, ou si c'est très lié à notre génération. Je sais pas si on aura un jour cette réponse-là, mais moi je l'ai vraiment aussi vécu comme ça alors moi c'était des jumeaux directs, donc le cap était intense, mais j'ai l'impression, moi j'ai eu 2 moments où intérieurement j'ai l'impression d'avoir vécu une mutation malgré moi, c'est quand je me suis marié. Surtout moi j'ai fait les choses à l'ancienne, vraiment tradie, où je me suis c'est gardé pour le mariage et tout ça. Donc moi le moment où je me suis marié, presque le lendemain, intérieurement j'avais l'impression de plus être la même personne. Mais vraiment le niveau de responsabilité de me dire ça y est, maintenant le matin je dois me lever. En fait je me suis senti putain de responsable. Avec le mariage principalement. Moi ça m'a aidé. Et les gamins, alors là c'était encore au-dessus. Donc je vois bien ça. Mais je me rends compte que moi c'est vraiment
c'était vraiment des inquiétudes et des peurs, parce que maintenant, j'ai eu plus d'enfants après, et j'ai étonnamment de plus en plus serein, bizarrement. Ouais, c'est que le premier, de toute façon, c'est il y a tout qui... Tu le dis dans une de tes vidéos, le premier, je crois, c'est la découverte, le deuxième... Le premier change ta vie, le deuxième change ton planning, puis à partir du troisième, en fait, il y a une forme de continuité. Mais je reprécise dans une autre en disant, finalement, sur ce qui se passe intérieurement, mais évidemment, au niveau du matériel, tu changes la bagnole, tu changes la maison, tu vois. C'est ça. Moi, nous, on le voit avec les Fabuleuses, le crash est souvent deuxième. Ouais. Parce que le premier, c'est le moment où tu stresses. Je me souviens encore juste de changer ses habits. J'ai l'impression que tu vas le péter en deux. Mais ouais, cet être tout petit et même le biberon. Tu vois, j'étais là, je me dis mais est-ce qu'il est propre? Tu vois, assez propre, je nettoyais comme un dingue. Tu sais, alors qu'après, tu tombes bas les couilles, le truc, ça fait peut-être 3 jours qu'il n'est pas nettoyé. Allez, vous voyez, c'est moisi, c'est pas grave. Mais au début, il y a vraiment cette petit être. Donc il y a vraiment ce stress. Mais disons, c'est plutôt de la découverte. Et souvent, c'est bon, en fait, franchement, ça va. Et on le voit beaucoup au niveau des mamans où elles vont retourner travailler, ça se gère. Le deuxième, surtout si c'est assez rapproché, c'est deux avec des agendas, des réveils différents. Il y en a un qui est couché et l'autre pleure, il se réveille. Et souvent, c'est là où ça crache. Toi, tu l'as vécu comme ça? Parce que moi, j'ai eu les deux d'un coup, donc je sais pas. Vraiment, je garde l'idée, enfin, en tout cas, dans mon ressenti, c'est vraiment premier où il y a eu, pour moi, une deuxième naissance. Tu vois, devenir papa, c'est une deuxième naissance. Et une fois que j'avais compris ça et que j'ai engagé ce travail-là, après la suite, c'était quand même beaucoup plus simple. C'était en place. Ouais, c'était en place. Alors moi, ça m'intéresse de ce sujet des émotions. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. T'as l'impression qu'il y a de l'émotion partout. Dernièrement, on en parlait avant sur cette interview que j'ai avec Johan sur les jeunes générations, mais j'ai l'impression que les jeunes générations parler de leurs émotions, c'est pas du tout un problème. Ouais. Pour moi, ça reste un défi de gérer mes émotions. Okay. Donc toi, tu as l'air d'avoir découvert la solution magique. En tout cas, comment tu l'amènes? En tout cas, pour moi, ça c'est sûr. Et je veux bien que tu m'expliques un peu plus dans le cas de, si je me mets dans la tête d'un papa patron qui a des responsabilités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va au boulot, et les émotions, il en a avec sa trésorerie, avec peut-être ses employés, avec des clients qui payent pas. Enfin, le niveau d'émotion, tu me donnais l'exemple du téléphone. Moi, je me souviens, il y a des moments où je vais faire de la prospection téléphonique, mais téléphone, j'étais là genre, je me forçais, c'était dur. Donc, et après, quand tu rentres, tu as les enfants, tu as les cris, tu as tout ça. Donc, en quoi cette solution Tipeee, donc tu le dis, elle peut changer la vie d'un papa patron? Ce qu'il faut bien se dire, c'est que y a quand même rarement des événements, en tout cas en France aujourd'hui dans notre vie, qui vont être un vrai danger pour ton intégrité physique ou mentale. C'est vrai. Là, à partir de ce constat-là, tu fais le point sur ta journée, sur ta semaine. Est-ce que tu as vraiment vécu des trucs qui pourraient faire que tout s'arrête? Pas tant, tu vois. Non. Donc pourquoi, malgré tout, quand tu raisonnes un peu et que tu prends du recul, tu te mets dans des états des fois qui sont complètement disproportionnés. Alors, le plus commun, c'est la colère. Mais généralement, on va dire les grandes manières de réagir, c'est je fuis, je me fige, j'attaque, et puis pour les humains, il y a l'hyper-contrôle. Je borde tout pour que jamais ça arrive. Mais ça prend beaucoup d'énergie, ça. Et puis ça permet pas de résoudre les problèmes la plupart du temps. La théorie, par rapport à cette technique-là, maintenant, il n'y a clairement pas d'études très sourcées là-dessus, mais voilà, on part de ce postulat-là, c'est que pour une raison ou pour une autre, à un moment, tu as intégré que certains déclencheurs, certains stimuli sont dangereux. Exemple, tout bébé, tu te retrouves dans le noir et tu as extrêmement faim, tu vas mourir, peut-être que plus tard tu auras peur de l'obscurité, ou alors tu as reçu un coup et tu n'as pas compris, on t'a pas rassuré à ce moment-là, tu vas intégrer qu'il y a un vrai danger pour toi à ce moment-là, et plus tard, tu vas associer ce truc inconsciemment à quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais c'est pas raisonné. C'est des phobies, des araignées, des gens qui peuvent pas manger certains fruits, etc.
Si tu permets à ton corps, finalement, quand tu es dans cette perturbation, d'aller au bout d'un processus, et bah, tu t'en libères. Exemple, tu as peur des chiens, un chien arrive, ok, tu t'écartes du chien, tu observes, tu fermes les yeux, tu observes ce qui se passe dans ton corps. Et quand je dis observer, c'est tu observes tes sensations physiques. D'accord. Pas tes émotions. La plupart des gens vont me dire bah, je sens que j'ai peur. Non, non. Qu'est-ce que la peur fait dans ton corps? Ouais, ok. J'ai chaud, ça me serre ici, je serre des dents. Voilà, c'est ça. Si tu ne fais qu'observer ça, et que tu n'essayes surtout pas de contrôler, au bout d'aller 2-3 minutes, tout retombe. Ok. Et si tu vas vraiment au bout du processus, après, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Parce que tu as complètement intégré, physiquement, que tu n'étais pas en danger de mort. En fait, tu recalibres ton cerveau, c'est ça? C'est ça. Du coup, plus de colère. C'est ça. C'est comme je fais un petit parallèle qui peut être intéressant sur quand tu as un virus, ton système immunitaire déclenche des symptômes qui sont pas agréables, tu as chaud, tu as la fièvre, etc. Si tu bloques tout, tu guéris pas. Si tu le laisses aller jusqu'au bout du processus, tu as des symptômes qui sont pas agréables, mais tu te guéris. D'accord. Bah là, au niveau émotionnel, c'est un peu ça. Mais ça veut dire que tu fais carrément... Non, tu fais pas disparaître. Je veux dire, toi, tu continues... moi, c'était pas... Mais tu continues à t'énerver... ou c'est fini dans ta famille. À la maison, il y a des petits papillons. Non, mais... comment dire? Alors déjà, c'est quand même beaucoup... Enfin, ça devient rare. Vraiment. Et puis, il y a vraiment presque une prise de recul et une conscience tout de suite que en fait ça colle pas avec ce qui se passe en fait. Okay. Et donc soit je vais faire une libération émotionnelle, soit juste boum, ça retombe tout de suite. Ok. Mais moi je suis en train de découvrir ça. La gestion de mes émotions, c'est vraiment un énorme chantier depuis des années que j'essaye de faire. Là j'ai l'impression que via le sport de combat, il y a un gros travail là-dessus parce que quand j'ai commencé à prendre les premiers coups dans la tête, il y a la colère qui est montée et j'ai voulu bastonner en face. Sauf qu'en fait, j'ai quelqu'un qui le coach, il dit bah non, ton but c'est de garder ton sang-froid. Dans un combat, tu dois garder ton sang-froid sinon t'es cuit, tu perds ta lucidité. Donc l'émotion, en fait, pour lui, en fait, elle est pas bonne parce qu'elle te fait perdre ta lucidité. Et c'est vrai que je repense en tant que papa ou entrepreneur, le nombre en tant que papa de fessées déplacées parce que j'étais énervé et il y a une claque qui est partie, ou alors peut-être de paroles qui sont parties qui étaient trop fortes parce que l'émotion m'a prise. Donc là, ce que j'apprends, c'est à voir l'émotion monter et essayer de redescendre. Donc là, je suis vraiment dans le corps à me dire putain, en fait, sinon je vais pas y arriver. Toi, en fait, donc je sais pas si ce chemin va m'aider à gérer les émotions, mais dernièrement, j'ai été dans une situation où, en gros, j'entends des trucs qui me rendent fou au travail et je suis vraiment en colère, tu vois. Et là, je me dis ah ouais, d'accord, ok, très bien. C'est ça, en gros, le genre de calomnie, tu vois, qui me rend fou. Et là, il y a le côté patron qui va tout déglinguer qui se met en place, en mode oui, d'accord. Et là, je repense en mode non, attends, c'est un combat, David. Là, t'es en train de perdre ta lucidité, ça te monte à la tête, c'est pas bon. Et donc, là, j'ai essayé, j'ai marché, j'ai essayé de faire du physique. Là, en l'occurrence, tu disais, j'ai essayé de faire quelque chose. C'était long, pendant 1 heure, j'ai marché dans la forêt, mais je suis redescendu. Et après, j'ai repris ma lucidité. Je dis non, ok, je vais pas m'y prendre comme ça. Et là, j'ai essayé d'être stratégique. Toi, là, tu es en train de parler d'une technique qui est plus instantanée, quoi. C'est plus rapide. C'est plus instantané. Et tu vois, tu parles de lutte un peu avec tes émotions. Là, c'est quelque part accepter. C'est tout à fait normal de ressentir ce que tu ressens. Ton corps a besoin de déclencher ce processus-là. Et il a besoin d'aller jusqu'au bout. Il faut juste le laisser faire. Et la plupart du temps, quand tu commences à engager une réflexion sur pourquoi, et puis je vais mettre ça en place, etc., juste tu l'empêches d'aller au bout. Mais à moi qui, par exemple, a un mental qui bosse à 40 000%, mon cerveau, il n'arrive pas à s'arrêter. Alors c'est pour ça que moi, au début, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre,
Et là, pour le coup, le bras de fer, quand je le fais avec des patients ou avec mon entourage, c'est un vrai bras de fer. C'est-à-dire que la personne en face de moi, et je la ramène tout le temps à son ressenti physique. Parce que sinon, elle commence à cogiter, à machin. Et c'est vraiment ce truc-là, non. Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, mais je ressens que ça m'énerve. Non, l'énervement, ça fait quoi dans ton corps? Toi, les phrases, c'est ça gratte, là j'ai le ventre qui se noue. C'est hyper différent selon les gens. Que mais c'est ce genre de réponse que tu attends. J'ai la tête toute chaude, j'ai la mâchoire qui se tend. Et au début, il y a des gens qui sont déconnectés. C'est-à-dire, ils disent, bah, je sens rien. Attends, tu vas me dire que là, moi pendant longtemps, c'était ça la réponse. Un câble, tu sens absolument rien dans ton corps. C'est que vraiment, en fait, on est tellement bloqué là-haut. Ah, mais moi, c'était exactement ma thérapeute. Que t'arrives même plus à te rendre compte. Il y a des années, un premier rendez-vous, je lui raconte une partie de mon parcours. Et moi, généralement, quand j'ai eu plusieurs coachs ou thérapeutes, ma stratégie, c'est dès le début, je balance tout. En fait, limite, je sais raconter mon histoire et tous les trucs trash, bing, 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 je les raconte très rapidement, histoire de. Tu sais, je perds pas de temps, tu vois. Et je me souviens à la fin. Elle a les larmes aux yeux. Elle me dit, la thérapeute? Ouais. Okay. Elle me dit, tu te rends compte ce que tu es en train de me dire? Je dis, bah, je sais pas. Alors, j'ai pas une histoire non plus de malade, j'ai pas été battu ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai eu des épisodes difficiles. Et elle a les larmes aux yeux. Elle me dit, tu te rends compte? Je fais, non. Je dis, mais c'est terrible. Je fais, bah, non, je sais pas. Et je rigole, tu vois. Mais il rigole, elle me dit, mais là, pourquoi tu rigoles? Je dis, mais je sais pas, je rigole. De malaise, et voilà. Elle me dit, mais en fait, c'est pas du tout rigolo et tout. Et en fait, elle m'a expliqué après, pendant plusieurs séances, elle va volontairement avoir des émotions. Elle est en mode, oh, mais c'est dingue et tout. Et en fait, elle me dit, parce que t'étais tellement déconnecté, tu me disais des trucs de fou. Et j'essayais de voir si tu ressentais quelque chose et tu ressentais plus rien. Et donc, en effet, ce travail de reconnecter à ses émotions et à ses sensations, c'est un long processus. Tu vois, pour moi. Une question qui revient souvent par rapport à ce type de technique-là, je dis, bah, si tu te libères de tout, tu ressentiras plus rien. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Elle vient parce qu'on la pose tout le temps. Non, tu ressens toujours les choses, mais je trouve encore plus finement. Et justement, tu n'as pas peur de tes émotions. Elles te traversent complètement. Ouais. Et comme tu as cet outil-là, en fait, t'as pas peur d'y aller à fond. Et justement, des trucs qui auraient pu te faire très peur, bah maintenant, je tente des trucs que j'aurais pas tenté avant. Et j'y vais. Et si ça produit une perturbation, bah allez, on va explorer ce qui se passe. Genre comme quoi? C'est quoi le dernier truc que tu parlais de prospection téléphonique, ce genre de truc. Aller déranger quelqu'un pour lui parler d'un truc dont il s'en fout, enfin, ça me terrorisait. Bah là, on tente. Et j'ai eu des coups de chaud. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, etc. Et maintenant, en fait, parler de mon offre, de ce que je fais, etc., même j'ai du plaisir à le faire. Ok. Et ça me permet, je me rends compte, je dis, mais en fait, t'es bête, pourquoi t'avais peur d'en parler? T'es sûr de ce que tu amènes, t'as une certaine valeur, etc. Potentiellement, ça peut être même un cadeau pour lui. Enfin, vas-y, quoi. Bah, c'est un peu la question, tu sais, il y a ces questions magiques en développement personnel. Si t'avais peur de rien, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Bah là, en gros... ça te permet d'identifier. En fait, cette question-là permet d'identifier c'est quoi mes peurs et de les déjouer. Je te propose de passer à un autre sujet qu'on a échangé sur je t'ai contacté sur Instagram. En fait, ça nous a fait un peu de délirer parce qu'on 4 enfants, beaucoup de similitudes en fin de compte. Je me dis putain, c'est mon double ganger quoi. Mais de Bordeaux quoi, ou alors dans le Daron Universe. Ouais, c'est un monde parallèle. Ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est que tu fais l'école à la maison. Ah oui. Chose qu'on a fait pendant un temps avec Hélène aussi. Ouais, j'ai entendu ça. Depuis toujours? Non, on a fait. Alors, quand on attendait notre premier enfant, on écoutait des podcasts liés à l'éducation, etc. Parents bobos qui essayent de regarder, de lire tous les bouquins et tout. Et puis on a entendu la conférence de Ramin Farangui, qui a créé une école qu'on appelle une école démocratique, rien à voir avec la politique, mais une école où le principe était, il n'y a pas de programme. C'est plus une forme d'école, enfin de unschooling, mais en groupe. Ok. Un peu comme ça. C'est genre, et lui, il avait été prof. On va rien apprendre, mais tous ensemble. Il était prof de maths dans différentes écoles, etc. Et il s'est rendu compte que moins il forçait les choses, mieux ça marchait, quoi. Okay. Et donc il a poussé le principe très très loin. Et après tout ce qu'on commence à découvrir sur l'apprentissage, sur le fait qu'un enfant, concrètement, il apprend
il apprend tout le temps. Je veux dire, il y a toujours un truc qui se passe. Même un enfant assis là qui bougerait pas, il y a toujours un truc qui se passe. Ouais. Maintenant, on a construit l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Il y avait un vrai sens à un moment, c'était nécessaire, ça a apporté beaucoup, ça a permis de sortir des gens de certaines castes sociales, etc. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. L'accès à la connaissance, moi je dis tout le temps, est devenu une commodité. Ouais. C'est après, qu'est-ce que t'en fais de cette connaissance? C'est vrai. Et donc, on a créé à Pornic une école démocratique pendant 1 an, qui ne fonctionnait que par le bénévolat, donc on s'est un peu tous essoufflés, c'était très compliqué, et puis je te raconte pas le bordel administratif pour créer une école. Bah ouais. Ouah, voilà, costaud. Et donc quand on a décidé d'arrêter parce qu'on n'en pouvait plus, il y a en parallèle une école Montessori qui s'est ouverte à Pornic. Donc nos enfants, nos deux premiers y ont été pendant 1 an et demi. Et par rapport à ce qu'on souhaitait, ce qu'on imaginait de l'éducation de nos enfants, et le fait qu'on allait peut-être bouger aussi, voyager et tout, ça nous titillait depuis un moment. On se dit bon bah en fait école à la maison quoi. Ouais. Mais c'est pas, on reproduit pas le programme de l'école, c'est vraiment. Depuis qu'ils ont quel âge ils font ça? Ça fait 3 ans. 3 ans qu'ils font ça. Ok. Et du coup c'est vous qui donnez les cours? Alors justement c'est que on est toujours, en fait on essaye de naviguer toujours entre les appétences du moment de nos enfants et puis le programme, parce que chaque année, il y a des contrôles par rapport à ça. Et le programme qui est établi sur des cycles de 3 ans. Et donc, il faut qu'au bout de 3 ans, ils acquissent certaines choses, etc. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que il y a quand même un atout incroyable. C'est qu'on est un adulte pour 2-3 enfants. Alors qu'à l'école, il y a un adulte, certes, prof, formé, etc. Mais pour 20, 25, 30 enfants. Okay. Donc, en termes de temps alloué, one by one, c'est incroyable. Et en 1 heure de temps, on peut faire des fois ce qu'on fait en 1 journée à l'école, quoi. Ok. Et puis en fait, il y a des choses qui se décantent vraiment toutes seules. Moi, mon grand, parce qu'il voulait pas se faire enfler aux cartes Pokémon, il a appris à lire et compter, quoi. Attends, là quoi, les points de vie, non, c'est pas normal, etc. Et puis de fil en aiguille, là, je pense qu'en l'espace de 3 mois, il est passé de quasiment, à ne pas lire à lecteur adulte, quoi. Trop bien. Et il lit plus vite que moi, quoi. Mais avec ta femme, du coup, vous avez des horaires où chacun son tour Non, il y a pas. Il y a on va dire des temps d'activité où souvent c'est plutôt le matin. Là, je suis complètement transparent. Ma femme le fait plus que moi. Ça, c'est un sujet aussi où pendant un moment, je culpabilisais de ne pas faire comme elle. Et pour moi, j'avais du mal à faire comme elle, etc. Et à un moment, j'ai eu mais en fait, ça, c'est pas mes forces, en fait. Ma femme est très scolaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Elle adore apprendre, elle adore donner des cours. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie d'apporter autre chose à mes enfants, et c'est pas là-dessus que je suis bon, quoi. Donc toi, tu fais quoi alors? C'est quoi que tu leur apportes? Moi, c'est tous les à côté, en fait. C'est les activités physiques, c'est raconter des histoires. Savoir raconter une histoire. Je trouve que c'est un atout incroyable qu'on peut avoir dans sa vie si on sait raconter des histoires. Et donc j'ai passé des heures et des heures à lire des histoires, puis à inventer des histoires, puis à inventer avec eux des histoires. Et maintenant on fait ce qu'on appelle les histoires inventées. On a un dé de 10 et on fait un genre de mini-jeu de rôle et on invente ensemble, etc. Et je suis subjugué par les capacités qu'ils ont et à les travailler. Et puis je leur parle de mon boulot. Je les ai amenés avec moi sur des fois des productions, des trucs comme ça. On parle beaucoup aussi finalement de vendre des trucs, etc. Ils ont monté leur petit commerce. Mon grand, il a fait des stylos avec des plumes et puis des mines de stylo billes qu'il vend aux patients qui viennent au cabinet. et ça marche super bien. Génial. Et il m'a dit, papa, j'ai remarqué, si je veux bien vendre, faut pas que je parle de mes plumes tout de suite. Quand ils arrivent, je leur demande comment ils vont, on discute un peu et tout. Et c'est eux qui me demandent pour les plumes. Et après, ça marche. Le stratège, quoi. Énorme. Un gros marketeur. T'as encore le droit de faire ça? Parce qu'aujourd'hui... Oui, en fait, alors il y a eu un gros changement il y a 2 ans maintenant, où ce n'est plus déclaratif, mais il faut demander l'autorisation. Et il y a quand même de grandes différences en fonction des académies. Il y en a certaines qui sont hyper strictes, t'as quasiment un non systématique, et d'autres qui sont beaucoup plus cool. Voilà. Et il y a les raisons, en gros, il y a 4 pans
mais je pense que j'en ai oublié une, mais il y en a une liée à la santé de l'enfant, il y en a une liée au fait, si tu es voyager, il y en a une, justement, qui est un peu floue par rapport en gros, le programme que tu as envie de faire pour ton enfant. Il y a un truc un peu bizarre où tu mets ce que tu veux, genre etc. Ceux qui font beaucoup de sport ou des choses comme ça. Ouais, il y a des choses comme ça. Ok, voilà. Donc toi, t'as pas eu de problème. T'as déjà eu une inspection ou pas? Ouais, on a déjà fait donc 3. Ouais. 3, ça s'est toujours bien passé en fait. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que mes enfants, après ça, ils ont fait 2 ans. Alors, ce qui était particulier, nous, c'est qu'ils avaient un prof. On avait recruté un prof. Mais c'est que après, quand ils sont revenus dans le système, c'est des tueurs, quoi. Aujourd'hui, les miens, ils sont en 5e, là, les grands. Ils sont à 95% autonomes sur les devoirs. C'est un truc de fou. C'est vraiment, ils rentrent, ils font leurs devoirs et ils ont 16 de moyenne. Alors qu'ils ont quand même fait une grosse partie de leur primaire, ils l'ont fait à l'école à la maison. Hein. Ça leur a donné une autonomie de fou. Je pense qu'on manque encore d'études sur de gros groupes pour vraiment se rendre compte les tenants aboutissants. Aux États-Unis, c'est très très fort. Moi, le seul truc que je trouve très dommage en France, aux États-Unis, c'est autorisé, c'est que tu peux pas te rassembler avec d'autres parents. Moi, par exemple, imaginons toi et moi, on est dans le même coin. Oui, il faut créer une école. On se dit, tiens, vas-y, le lundi, je les envoie chez toi. Toi, t'aimes raconter l'histoire, je déteste ça. Vas-y, tu leur fais une journée storytelling. Moi, le mardi, je sais pas, je fais du jardinage. Le matin, on fait de la biologie et l'après-midi, on va faire du jardin. Ça, c'est interdit. En soi, tu peux le faire en soum-soum, on va pas t'embêter. Mais dans les faits, le jour où tu fais ton inspection, en tout cas, moi, l'inspection, c'était toujours très bien passé. Moi, j'ai été agréablement surpris pour aller dans ton sens. Ils étaient plutôt dans la bienveillance. Montrez-moi le programme. Ah ouais, waouh. Et après, à donner des conseils. Mais j'imagine que s'ils sentent que ça s'est pas respecté, je pense que... Mais c'est dommage, parce qu'aux États-Unis, quand j'étais jeune, avec mon père, on y allait souvent. Et quasiment tous les gamins que je rencontrais là-bas, je sais pas pourquoi ils faisaient du homeschooling, mais en fait, c'était génial. Ils avaient plein d'activités avec d'autres enfants homeschooling. Il y a une association quand même là où on est, où on retrouve des familles qui font ça, justement, dans le coin, généralement le vendredi. Mais les plus grandes difficultés que j'ai vues des familles, justement, par rapport aux inspections, c'est, en tout cas, nous, on le fait parce qu'on a un projet pour notre famille, on a une manière de faire, et c'est pas du tout en confrontation avec l'école. J'ai croisé trop de parents et de familles qui le font parce que eux ont mal vécu l'école et ils sont en colère en fait vis-à-vis de l'école, et ils sont tout le temps en bagarre, et quand il y a des inspections, pour eux c'est comme si on les pointe du doigt et ils repassent un examen, etc. Et là ça se passe très très mal. On a eu un inspecteur, il y a 3-4 parents avant qui nous disent mais il est horrible, il nous a mis dans une sauce pas possible et tout, puis nous on a été avec lui, en fait il n'y avait aucun problème. On savait où on allait, ce qu'on voulait. On a dit aux enfants, là, c'est l'occasion de montrer tout ce que vous savez faire. Allez-y à fond. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment une approche qui est... Voilà. Elle donne une petite libération émotionnelle. Potentiellement. Potentiellement, ouais. Là, il y a un marché à aller... il y a un peu de ça. À aller chercher. Mais tu vois, moi, en ce moment, je me pose la question pour mes 2 petites, à qui, là, elles sont encore en maternelle. Mais si à un moment ou à un autre, je ne referai pas ça, parce que je pense que pour l'autonomie, c'est génial. Après, je pense avoir la chance d'avoir des grands qui sont plus comme leur mère, très scolaires, et donc qui adorent ça. Ça peut aussi être l'inverse, où ton gamin il n'en fout pas une, quoi. Et là, moi je vous trouve admirable d'avoir la force tous les deux de gérer ça, parce que c'est quand même du bruit mental. Mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur l'école, tu laisses, t'y penses pas, de 9h à 17h, à 16h30, tu vois. Et là, tu vois, j'aurais presque le discours inverse. Parce que j'aurais du mal à faire l'inverse, parce que ça crée une liberté. C'est-à-dire que comme en plus on a des professions libérales, on n'est pas assujetti au planning de l'école, on fait ce qu'on veut quand on veut. Et comme je te l'ai dit, on reproduit pas le programme à la maison, donc il y a quand même une grande liberté, et justement ils sont de plus en plus autonomes, ils vivent leur vie. Ils passent pas leur temps sur l'écran ? Il y en a pas. Ah ça, j'avoue que là-dessus pas d'écran. On a donc un peu des ayatollahs là-dessus. Donc ils font quoi alors quand bouquins, jeux entre eux. Il y a de la nature autour ?
Ouais, on a la chance d'avoir un grand jardin, et puis on est au bord de mer. Après, on va très très souvent dehors. Puis il y a des copains qui passent, il y a d'autres familles comme ça. Mais du coup, en gros, ils ont 2 heures d'enseignement, enfin de trucs obligatoires par jour, le reste du temps, moi j'ai fait l'école à la maison pendant 1 année, pire année de ma vie. J'étais en seconde. Ouais. C'est la pire année de ma vie. Mon père me sort parce qu'il me dit on va partir aux États-Unis et donc il faut bouger. Je pense que là, il y avait ça, et je pense que l'autre raison, il me voyait avoir des mauvaises relations, tu vois. Donc je pense qu'il m'a sorti du monde. J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, donc là c'est l'année où j'ai fait de la guitare, j'ai fait du ping-pong. Il y a plein de choses que j'ai appris pendant cette année-là. Par contre, j'étais seul. Ah oui. Et à la fin de l'année, je me souviens que mon père, il y a, je sais pas, un peu réunion de famille, je crois que même c'était dans un McDo, je crois, réunion de famille sur l'avenir. Et moi, je dis, si tu me remets à l'école à la maison, je me suicide. Je lui avais dit ça, en pleurant. Je dis, je n'en peux plus, je veux voir des gens. Et pour moi, pour mes gars, c'est un peu ça qui nous a motivés à retourner, en disant, j'ai quand même envie qu'ils se confrontent un peu à d'autres enfants, émotionnellement. Et c'est pour ça que j'aurais aimé, tu vois, un modèle où en fait je peux à petite dose. C'est un peu ça l'école démocratique qu'on voulait monter en fait. Okay. C'était ce côté, il y a un lieu avec potentiellement tous les outils pédagogiques possibles, des gens qui sont là pour apporter, accompagner, etc. Mais il n'y a pas, on doit faire ça à tel moment, etc. Je sais que mon grand, il a vraiment l'esprit matheux, etc. Boum, il est à fond là-dedans. Le deuxième, c'est l'artiste poète. Justement, sur les histoires, il peut écrire des trucs incroyables, etc. Et ils vont développer ces compétences-là. Et en fait, à un moment, s'ils vivent avec tout le monde, ils sont confrontés au besoin de savoir faire des choses. Et quand ils sont devant le besoin, ils n'ont pas le choix, ils apprennent. Parce qu'il y a une vraie motivation à ce moment-là, quoi. Ça me fait transitionner sur un autre sujet. On en a un peu parlé au début sur ce rôle de papa. Ouais. Comment tu te définirais aujourd'hui ton rôle de papa ? Un observateur bienveillant et des fois une marche d'escalier, on va dire. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être protecteur, mais essayer d'intervenir le moins possible. D'accord. Je me dis vraiment, il faut que je les laisse faire leur expérience un maximum. Et que j'arrive quand même à être là si vraiment là il y a un gros risque physique pour eux, mental, etc. Okay. Voilà, j'ai vraiment ce truc là et ouais, c'est ça, et puis des bras accueillants quand il y a besoin, quoi. Ok. Pour les rassurer, pour les encourager. Ok. Vraiment. Et toi, le modèle de père que tu as eu, c'était celui-là aussi ? C'était je pense qu'il y avait de ça. C'est-à-dire que je me rends compte que je me rapproche de mon papa et je comprenais pas tout au début. Je commence à voir comment... Parce que là, au niveau émotion, et il les exprime pas trop, il est très taiseux. Il commence à le dire. Des fois, il me l'écrit. Mais il a toujours été présent. Ouais. Mais pas dans les mots. Vraiment dans les actions. Ok. Je compte plus les milliers de kilomètres qu'il a fait pour m'amener à droite, à gauche, faire mes activités, etc. Des fois quand même me poser la question, t'es sûr de toi par rapport à ça? Et il m'a exprimé un peu des fois des inquiétudes, mais il y a la notion de présence. Ok. Je dis toujours que si je me sens bien aujourd'hui et si j'ai fait ce que j'avais envie de faire et que je me suis permis de faire ce que j'avais envie de faire, c'est que j'avais ce socle-là où je sais quoi qu'il arrive, mes parents m'ont convaincu qu'ils m'aimaient. Et je pense que ça, avec ça, C'est quoi qui t'a convaincu ? Parce que c'est quand même... c'est le rêve de tout parent, de se dire mon enfant sait que je l'aime. Mon papa, c'était la présence, l'accompagnement. Ma maman aussi, puis elle me l'a dit, concrètement. Voilà, et que même des fois, quand elle n'était pas contente ou en colère, je dis, ça change rien sur le fait, t'es mon fils, je t'aime, etc. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai cette inquiétude-là, où je pense que, où mon expérience fait que. Ouais. Bon, des fois, c'est pas aussi bien sorti. Hein. Ouais, je vois bien. Mais j'avais pas de doute sur le fait qu'il m'aime. Donc, je peux y aller. Dans tes vidéos, tu as plusieurs thèmes qui reviennent sur la dimension d'être couillu. Ouais. Ce côté, un peu le papa, comme on l'imagine beaucoup dans les modèles, celui qui a des couilles, quoi, qui domine le game. Toi, tu as une vision un peu différente.
Ouais, bah dans une des vidéos, c'est peut-être celle-là dont tu parles, je dis être couillu, c'est savoir demander de l'aide, c'est savoir montrer ses faiblesses. Mhm. Moi, je le vois comme ça. Le vrai gars courageux, c'est celui qui est capable de se mettre à nu complètement. Et je trouve que derrière, c'est un atout incroyable. C'est-à-dire, une fois que tu as montré toutes tes failles, mais comment on t'attaque? Comment on te déstabilise en fait? Je suis d'accord avec toi sur la dimension que moi qui ai fait beaucoup de travail sur moi-même, avec de la thérapie ou quoi, c'est hyper difficile. C'est-à-dire qu'en gros, ça demande vraiment un gros courage. Puis quand t'es énervé, il faut demander pardon ou quoi, c'est un putain de courage. Donc dans cette dimension-là, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je me rends compte que je reviens un peu de ça aussi. Enfin, j'essaye de l'ajuster. C'est que aussi dans les énergies de couple, d'avoir un peu de conviction et de foncer, et puis de moins être dans une forme d'émotion où je me livre ou quoi. Ça a aussi son, comment dire, ça a aussi ses bénéfices. Je suis d'accord. C'est peut-être j'ai l'impression qu'il y a des temps, c'est-à-dire le temps de la réflexion. On fait le point, on prend du recul, on parle de ce qu'on a ressenti, etc. Puis à un moment, on fait le choix d'une direction et on passe au temps de l'action. Et quand on est dans l'action, on va pas tergiverser, on va pas non plus on y va quoi. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a besoin de ces deux temps-là. Ouais. En tout cas, moi, et je vois aussi que ma compagne est contente aussi quand je prends le lead, quand j'y vais. Le dernier épisode, enfin pas le dernier, mais quand vous avez parlé des cycles, bah ça m'a beaucoup parlé. Ma femme a fait ce gros travail dessus et m'a éduqué vis-à-vis de ça. Et ça nous a apporté beaucoup dans notre compréhension et le fonctionnement du couple. Et en fait, avant, je disais que je vivais avec une femme lunatique. Et maintenant, je dis j'ai la chance de vivre avec 4 femmes différentes. Parce qu'il y a 4 phases et qu'elles ont chacune leurs atouts. Et il y a la phase pleine balle et tout, et je dis vas-y, prends les rênes, fonce, je te suis, je suis ton bras droit, vas-y. Et puis là, on va dire, si on réduit à 2 grosses phases, une phase où il y a un repli, il y a besoin de récupérer. Moi, je vais prendre l'ascendant sur les choses à faire, etc. Mais je sais qu'elle, en soum-soum, justement, elle est en train de réfléchir au prochain projet, elle est plus dans l'intériorité. Et voilà. Et donc, moi, je suis une force constante, solide, sur laquelle on s'appuie. Et elle crée elle crée du pétiment, elle crée ces ondulations qui sont agréables aussi, quoi. Voilà. Mais c'est sûr qu'en gros, il y a le changement, ça donne comme les saisons, quoi. Tu profites pas pareil du printemps après un hiver, enfin s'il n'y avait pas d'hiver. Donc en fait, ça aide. Moi, il y a un sujet que j'aimerais bien échanger avec toi, où je vois beaucoup, de plus en plus sur les réseaux sociaux, en gros des gars qui pas qui justifient un petit peu, mais qui sont là à dire oui bon ma femme c'est elle qui porte la culotte, mais c'est bien, ça me tire de l'avant et tout. Bah, dans une de tes interviews avec le gars qui a la société Good, il dit un truc, enfin moi j'avoue que ça m'a un peu choqué. Ma femme on a 3 enfants, mais en réalité je suis le 4e, quoi. Elle a 4 gamins. Et en gros, j'ai l'impression, moi, mon fil aujourd'hui, c'est comme ça que t'es apparu sur mon fil Insta, j'ai de plus en plus de papas qui racontent leur vie de papa. Pas au sens papa au foyer, mais au sens je raconte ma vie de papa. Je sais pas si toi, t'as toujours eu ça dans ton film, mais moi, ça fait quoi? Peut-être une année. J'ai l'impression que ça monte de plus en plus, tu vois, je vois de plus en plus de contenu. Et il y a souvent ce truc qui revient en gros, ouais les gars, c'est pas grave, moi je suis trop fier, ma femme c'est le moteur de la famille, c'est elle qui me pousse, c'est bon et tout ça. Et en fait, je sais pas quoi faire de ça, en fait. Je sais pas, parce que oui, d'une certaine manière, dans l'énergie, je pense que, en tout cas, chaque couple est différent, bien sûr. Il n'y a pas de normes. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est aussi une génération de papas qui nous féminisons énormément. Dernièrement, je tombais sur une vidéo d'une thérapeute qui disait c'est comme si les femmes avaient modelé les hommes pour leur permettre à elles d'aller chasser, tu vois. C'est presque. Je pense l'avoir vu ça. Tu l'as vu passer sur ABC Talk, je crois. Et, oui. Elle dit ça, et en fait, je crois qu'il y a une part de vrai. C'est qu'il y a une nouvelle génération, nous on est une génération d'hommes où en fait, elles nous ont fait comprendre, okay, moi je vais pas être boniche à la maison.
j'ai aussi plein de trucs à faire. Et du coup, en fait, on est un nouveau genre d'homme, tu vois. Je sais pas ton regard là-dessus. Mon regard là-dessus, c'est que il y a eu un aller dans l'extrême et maintenant un équilibre qui se trouve. Ou au contraire, est-ce que tu crois pas qu'on est dans l'extrême? Enfin, je parle de moi, pour toi là. Pour moi, en fait, j'ai été peut-être à fond dans je me laisse driver et j'ai trouvé ses limites pour deux choses. C'est que, en gros, finalement, c'est ma femme qui a toute la charge mentale. Quand on fait ça, si je suis le 5e gamin à la maison, et pour moi, c'est pas agréable en fait. J'aime bien être aussi le leader, j'aime bien aussi être j'avoue, j'aime bien être le chef de tribu. C'est hyper agréable. Ouais. Et ma femme aime bien me voir aussi dans cette posture-là, de décider des choses, etc. On en revient toujours à cette notion de trouver l'équilibre et ce qu'on aime faire et en quoi on est bon. Voilà, on répartit les tâches plutôt que de chercher une égalité. C'est comme dans une entreprise, quoi. Enfin, moi, de temps en temps, je vois ma famille comme ça. C'est une entreprise, t'es bon dans quoi, toi? On va plutôt te faire ça, vu que t'es balèze, et puis toi, ça, parce que t'es balèze là-dedans, quoi. Et puis, qu'est-ce qui t'épanouit? Si t'es épanoui en drivant le truc, allez, c'est parti. Et puis après, moi, des fois, je vais être plus leader sur certains sujets, et puis ma femme va l'être sur d'autres sujets. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de règles définies. Par contre, je suis d'accord avec toi où, effectivement, je pense qu'il y a peut-être trop qui se reposent. Ouais. Puis moi, je pense qu'il y a, là où il y a un piège, alors c'est carrément pas politiquement correct ce que je vais dire, mais je crois que là, c'est pour ça que je veux aborder ce sujet, c'est que je crois que là où il y a un piège, et moi, je le vois pour moi, parce que j'ai été un peu, je pense comme toi, où moi, c'était pas dans le sens où je la laissais l'idée, mais c'était dans le sens où j'essayais que la famille soit vraiment aux petits soins pour elle, parce que je voulais qu'elle développe son projet et j'avais tellement peur d'être le macho, tu vois. Moi j'ai mon père, je pense pas que ce soit un macho, mais c'est les anciens modèles, il bossait, lui il disait je suis le ministre de l'extérieur, elle est ministre de l'intérieur, quand elle était pas là, il savait juste s'ouvrir une boîte de sardines, tu vois. Ça allait pas plus loin, tu vois. Je crois qu'il a dû jamais changer une couche ou quoi que ce soit. Je dis ça, j'en sais rien, peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas c'était vraiment à l'ancienne. Et je me souviens même de périodes où c'était financièrement difficile. Ma mère a dit je vais aller bosser. Mon père dit mais jamais de la vie. C'était presque là tu me crucifies sur place. Mon ego d'homme en fait. Bon. Et donc je pense que j'ai eu très peur d'être ce macho là. Donc je suis allé dans l'extrême inverse et j'ai voulu pousser ma femme. À la fois moi je développais l'entreprise, mais tout faire pour qu'elle s'épanouisse, elle kiffe. Et puis plus c'était difficile pour elle, ces défis de maman, plus j'ai essayé de trouver des solutions. À en venir à être presque à ces petits soins, tu vois. Mais je me suis rendu compte que dans la dynamique, pour aller dans ton sens, c'est que le poids après émotionnel, il est beaucoup sur elle. Il y a trop d'attention presque sur elle. Émotionnellement, c'est trop dur à gérer. Et du coup, le fait de... Et presque même elle, après, en tout cas, parce que ça a été des longues discussions, mais même en termes d'attractivité... C'est pas que je dirais qu'elle me méprisait, mais... Ça va te paraître bizarre, mais... Vas-y. Il y avait vraiment ce truc-là, et de vouloir trouver des solutions pour elle. J'ai vite compris qu'en fait... en tout cas, c'est pas ce qu'elle attendait. Elle veut pas que je trouve des solutions. Moi, en tout cas, elle a besoin que je sois présent, attentif, et peut-être une épaule solide sur laquelle s'appuyer quand elle en a besoin, et qu'elle puisse trouver ses solutions. Et de reprendre en main mon hygiène de vie, donc en prenant du temps pour aller faire du sport, faire attention à moi et redevenir quelque part un peu l'homme que j'étais, ça fait du bien à tout le monde en fait. Ça a vraiment fait du bien à tout le monde et d'arrêter de vouloir justement être... Il y a un moment où si tu m'aurais demandé c'est quoi le papa, pour moi ça aurait été le bon gros nounours tout doux et câlin avec ses enfants, machin. Je pense là, je reviens vraiment... c'est aussi un homme en forme avec toutes ses capacités, quoi. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'image quand j'ai lancé le podcast. Alors, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais le logo que je m'étais créé, c'est un ours avec une petite fille dessus. Parce que moi, j'aime cette double image. Moi, je dirais ma définition du papa, c'est ce nounours, mais cette bête féroce qui, en fait, tu te dis, putain, il peut me déglinguer, tu vois. Et l'enfant, il sait qu'il aura toujours dans ses bras un papa aimant, mais en même temps, au fond, il se dit quand même, putain, lui, il sait me défendre. Et moi, les moments
j'ai eu 2-3 moments où mon père m'a défendu parce que je me faisais harceler à l'école ou quoi, où je l'ai vu s'embrouiller avec d'autres papas pour me protéger. Mais franchement, c'était un dieu dans la tête. Ça m'a donné ça. Et je pense d'autant plus pour des entrepreneurs. Enfin, moi, cette image de l'ours, ça me parle énormément. Parce que, en tout cas, ça colle avec moi, avec ma personnalité. C'est d'être cette personne vraiment bien gentille, ce nounours, quoi. Tu sais, ce bon gros nounours. Tu vois, quelqu'un de chaleureux et tout ça. Mais au fond, tu te dis, putain, j'aimerais pas qu'il me saute dessus, tu vois. Donc je préfère et j'aime bien cette en fait c'est un peu la difficulté, je pense, de la vie, hein, c'est la subtilité, ni tout l'un ni tout l'autre, d'être un peu bête sauvage et un peu apprivoisé, quoi. Là où j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie, c'est que quand voilà, mes enfants, mon gros en particulier, qui des fois peut être un peu rude, je dis non, mais là, il n'y a pas de discussion possible parce que c'est ta santé physique ou mentale qui est en jeu. Donc là, tu dois dormir tant de temps, machin, ça, il n'y a pas de discussion. On te donne beaucoup de liberté, justement, avec notre mode de vie, mais là-dessus et tout. Et des fois, donc, il n'est pas content, mais on en discute et tout ça, et à chaque fois, il me dit, il n'a pas de doute sur le fait que je l'aime. Même si des fois on lui fait faire un truc qui le frustre, il est pas content, il va s'énerver, il va des fois crier, etc. Mais quand on rediscute et qu'on revient sur le truc, et tu te rappelles, là t'as quand même pété un plomb un peu fort et tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas de doute. Et je pense que quand c'est fait, ça aussi, ça a été des étapes en tant que papa où je me suis rendu compte que des fois je disais des trucs qui étaient vraiment des répétitions de ce que j'avais vécu, et que je les réfléchissais plus. Et là, quand tu commences à prendre du recul, tu te dis, attends, pourquoi je lui dis de mettre son manteau systématiquement? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi? Donc au début, c'est chiant, il faut beaucoup réfléchir. Puis au bout d'un moment, ça devient un réflexe et tu dis, ok, je le fais pour cette raison-là. Et quand tu le dis et que tu as la raison qui est claire et que ça a du sens pour toi, il n'y a plus de problème en fait. J'avoue qu'il y a tellement de phrases qui ressortent. Genre là, en ce moment, le truc, mes gars, ils mettent des chaussures et ils les lassent pas, tu sais. On a eu, je sais pas si tu faisais ça quand t'étais jeune, mes parents, mais laisse tomber, ils me mettaient la misère de là-dessus, tu vois. Mais lasse tes chaussures, tu vois. Maintenant que je suis le daron, je suis comme ça, quoi. Je vois mes gamins, ils lassent pas leurs chaussures, j'ai envie de les... Et pareil, j'ai dû trouver des arguments pour essayer de me le réapproprier. Puis après, certains sujets, je me dis, ouais, je m'en fous, hein, franchement. C'est ça, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont finalement plus de sens aujourd'hui. Ouais. Et puis il y a des trucs, je sais pas, par exemple les chaussures, on pourrait se dire, bah voilà, les chaussures ça a un coût, si tu déglingues tes pompes, les lacets partent dans tous les sens et tout ça, on va pas te changer les lacets tout le temps. Mon argument il est trop con, mais je leur dis, mais ça a pas l'air de marcher. Je dis, écoute, tu te fais embrouiller dans la rue, tu crois que tu vas te battre avec des chaussures comme ça, c'est des pantoufles que t'as, tu dois courir, tu fais quoi? Mais bon, ça marche pas. Bah, si un jour il se fait embrouiller, peut-être qu'il va le retenir, mais... C'est ça. Il y a un truc qui m'a énormément marqué dans une de tes vidéos, c'est que tu parles de la joie, réussir à, en gros, délirer sans alcool. Ah oui. Ça aussi, j'ai eu des commentaires. Et en fait, ça m'a fait délirer parce que c'est avec ma femme, un des mots-clés pour notre année, c'est le mot joie, de cultiver la joie. Alors, il y a mon côté, avec mon éducation chrétienne, il y a plein de versets autour de la joie, mais il y en a une qui est, en gros, la joie de l'Éternel est ma force. Sous-entendu, la joie un peu divine, c'est une énorme force. Et moi, je me rends compte, même si je suis une personnalité enthousiaste, la joie au sens, je m'éclate de rire, ou je suis avec les enfants et je suis là, je dirais pas que c'est, je sais pas si c'est pas naturel, mais en tout cas, ça me demande un vrai effort aujourd'hui, ou d'être présent, de me dire, ok, là, je dois me détendre. Est-ce que toi, la joie, en gros, ça fait partie de ta personnalité ou c'est quelque chose que tu cultives consciemment? Je pense que ça fait quand même un peu partie de ma personnalité, et je vais reparler du sujet de la libération des perturbations émotionnelles, mais là, ça l'est encore plus facile après ce travail-là, parce que moi ou ma femme, des fois, identifie attends, la norme, c'est plutôt toi qui déconnes avec les enfants, et là, je vois que t'es fermé. Concrètement, c'est quoi le problème, quoi? Et donc, tout de suite, soit j'en parle, soit je fais le truc, mais normalement, enfin,
je le vois tout de suite quoi, quand j'ai l'esprit sur un sujet et que j'arrive pas à lâcher, etc. Mais c'est plutôt la joie. Ça fait partie vraiment des kiffs égoïstes en tant que papa de me fendre la gueule avec mes enfants. Et vraiment, c'est vanne sur vanne constamment. Et maintenant, c'est vraiment un challenge avec les enfants. On cherche le jeu de mots, on cherche le truc. Okay. C'est vraiment. Et un truc que je leur ai dit, si c'est marrant, allez, on autorise les mots pas très judicieux des fois. Okay. Mais il faut que ça soit vraiment marrant et que vous ayez conscience du contexte. Non, bah après, ça se sent dans tes vidéos, tes enfants là qui, tu leur donnes ils te donnent la réplique un peu. Ouais, je vois enfin en tout cas ta définition, la manière dont tu le vis, c'est de vous vanner un peu les uns les autres. C'est ça. On va toujours chercher le bon mot et puis on va vraiment. Ça pareil, c'est parce que je sens que c'est une force pour moi et j'ai envie de leur transmettre. Avec l'humour, tu désamorces tellement de trucs. Tu peux vraiment prendre du recul très vite et c'est ce qui me fascine chez les stand-uppers par exemple. J'adore, j'en consomme énormément. C'est cette capacité de pas de côté. T'as une situation vraiment terrible, horrible. Regarde-la par là. Oh putain, ouais, non, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. C'est bizarre qu'on fasse ça en fait. Tiens, si on leur questionnait un peu quoi. Ouais. Moi, là où quand on regarde tes vidéos, à des moments, je m'interrogeais, je me disais, laisser mes enfants se foutre de ma gueule. Je pense avoir un peu d'autodérision, mais je sais pas si c'est pas ouvrir une vanne un peu tôt, où en fait il y a l'adolescence qui va venir. Enfin, en tout cas, moi j'ai été éduqué. Mon père, c'était très clair. C'était genre la moquerie, tout ça, c'était vraiment banni. Tu vois, alors est-ce que c'était en lien à lui, ses fragilités ou pas? Mais je me rends compte que quand tout va bien, c'est rigolo, tu vois, des petites vannes. Mais après, on essaye quand même de faire une différence avec la rire ensemble et rire de l'autre. Parce que là, par exemple, dans ta vidéo, tu as une vidéo, oui, papa, t'es comme ce sapin de Noël. Ouais, et par rapport à la vasectomie. Ouais, tu dis, mais c'est qu'on l'a construit ensemble et que, en gros, on est consentant. C'est-à-dire qu'on le fait, on s'amuse et ça nous. Mais tu vois en tout cas la peur derrière, c'est de se dire, c'est une blague comme ça sortie. Alors ça va te paraître maso, mais en fait, je me dis, à la limite, j'ai envie qu'ils deviennent meilleurs que moi et qu'ils m'envoient des scuds. Oui, mais si c'est pour rigoler, voilà, aucun. Mais t'aurais pas peur que ça se transforme en genre de manière. Après, peut-être que si c'est des styles de famille, mais de faire passer des messages ou essayer de te rabaisser. Si, en fait, si ça devient ça, moi c'est un vrai, je sais pas comment dire, pas challenge, mais enfin si ça me rabaisse, c'est que ça touche un truc quoi. Oui, donc tu te mettras toi en... C'est Farid dans un de ses sketchs, il dit si quand on dit que t'es con, t'as le doute. Enfin, si on dit que t'es con, ça t'énerve, c'est que t'as le doute, quoi. Ouais, c'est vrai. Et si mon enfant dit quelque chose, de toute façon, c'est criant de vérité sur leur visage. Quand ils sont pas contents et qu'ils veulent nous piquer, non, mais enfin, quoi qu'ils puissent dire, ça me fait rire parce que je sais très bien que. Enfin voilà, là sa volonté c'est de me piquer et qu'il ait été entraîné à faire des vannes ou pas, à la limite quand il va me piquer ça va être un bon mot, ça va être marrant plutôt que de me dire gros con, tu vois. Au moins il y aura peut-être une forme de subtilité. Bon, je vois ce que tu veux dire. Moi ce que j'interroge c'est toujours c'est cette dimension à la fois où en fait on a été éduqué par l'ambiance, les magazines, les livres, les réseaux sociaux, ou soit le meilleur ami de tes enfants un peu, tu vois, donc cette notion de relation, de connexion, et en même temps dans l'histoire de l'humanité, ça a beaucoup été ton enfant il te respecte, la dimension de respect, alors l'un n'empêche pas l'autre, mais tu sais, trop de... comment dire, du copinage, trop de proximité. On le voit même dans le cas du travail. En fait, à des moments, la frontière, elle est très compliquée entre le terme me vient pas, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, dans ce qu'on leur dit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que le cadre, il est très clair, quoi. C'est que si
ça peut nuire à votre santé physique ou mentale, ça sera indépassable. Ouais. Voilà, si tu veux te coucher à point d'heure, si tu veux bouffer 4 kilos de bonbons, un truc comme ça, c'est pas possible. Si tu veux regarder un écran, c'est pas parce que, en plus, je suis hyper relou comme père, parce que vraiment, je peux argumenter pendant des plombes et j'ai toutes les sources et j'utilise, et avec eux, allez viens, on va regarder, on va aller chercher toutes les sources et je te montre, etc. etc. Okay. Donc, peut-être que je me ferai déborder, mais je me vois pas faire autrement. J'ai vraiment envie de rire avec eux. Ouais, je comprends. Et j'aimerais finir avec cette dernière partie qui est dimension d'équilibre, de santé. Tu as fait une interview de Vincent Roux qui a développé du coup ce programme Good qui m'a très fortement interpellé. Et il sort une stat, je sais pas d'où il la sort, une défaillance sur 2 d'entreprises est liée à la mauvaise santé du dirigeant, donc santé physique ou émotionnelle. Tu parles aussi dans une de tes vidéos de cette dimension de relation néfaste que tu avais avec la nourriture, où tu mangeais tant tu t'ennuyais, tout ça. Je mangeais mon ennui, je mangeais ma colère. Ouais, voilà. C'est ça. Moi, ça m'intéresse vachement de savoir comment tu es sorti de ça. J'ai admis que je n'avais pas assez de mental pour y arriver tout seul. Okay. Voilà, déjà, je suis parti de là, j'ai besoin d'aide. Ouais. Et l'aide, pour moi, elle est passée avec un coach sportif. Okay. Coach sportif et alimentaire. Mm-hmm. Et en tout cas, quand j'ai confiance en la personne, je peux être un très bon soldat. Okay. Donc, une fois que j'avais le programme à suivre, j'ai pris quelqu'un, Florian Jaffard, qui ne doit pas être très loin d'ici d'ailleurs, qui lui s'est spécialisé justement sur les papas chefs d'entreprise. Okay. Et avec cette problématique de le planning, il peut vite sauter, vite changer, il peut y avoir des enfants malades, des mauvaises nuits, etc. Et donc, voilà, on met le programme en place, il y a ça, tu dois aller vers ça. Si tu as le moindre souci, s'il y a un truc, tu me le dis tout de suite pour éviter la dégringolade. Parce que c'est toujours ça, c'est que tu mets en place des trucs, souvent très ambitieux, trop durs, tu te décourages, t'arrêtes, et puis du foutu pour foutu, je m'en bats les couilles, je termine le paquet. Ouais. Voilà, terminé. Et d'avoir cette personne-là, ce soutien, fait que tu mets en place les choses, et la plupart du temps, il m'a ralenti. Okay. Je voulais aller trop vite, trop fort. Oui, t'as dit pas, ouais. Tranquille. Te mets pas des objectifs trop élevés, quoi. Exactement. Parce que tu vas te dégoûter, parce que tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Pourtant, je suis ostéo, je le sais, tout ça. Mais c'est fou, hein. T'as besoin, quand c'est pour toi... Parce qu'on veut des résultats rapides. Alors, il y a peut-être ça, des résultats rapides, mais bien qu'il était très transparent en me disant, voilà, il faudra au moins 3 mois pour voir cette évolution-là, comme ça, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon côté un peu... jeux vidéo, etc. C'est que mine de rien, d'avoir une application, tu rentres tes stats, gamifier le truc, c'est intéressant. Tu dis tiens, j'ai réussi à faire un petit peu plus, je perds un petit peu de poids, etc. Puis on faisait des photos toutes les 2 semaines pour voir l'évolution. Bon, c'est cool quoi. De voir quand même une progression concrète et d'avoir des trucs sur lesquels s'appuyer, ça aussi, ça aide beaucoup. Et en quoi ça t'a, au-delà de l'aspect comment dire, esthétique, le fait de te reprendre en main, c'est quoi que ça t'a apporté? Ah bah clairement, beaucoup de plus d'énergie, hein, la patate. Ouais. Hein. Ah ouais, vraiment, à temps de repos similaire, j'avais beaucoup plus d'énergie. Et puis un des facteurs, je disais, je veux être beau quand je suis tout nu. Ça c'est la phrase dans American Beauty. Et je veux pouvoir m'amuser avec mes enfants sans être essoufflé. Là, mon grand commençait à avoir une patate incroyable. Là, quand il fallait courir dans le jardin, machin. Et puis même en termes de mobilité, où je commençais à dire oh non, je vais pas me rouler par terre. Mais pourquoi Voilà. Et là, de pouvoir faire l'andouille, rouler, faire la bagarre, même des fois que ce soit mes enfants qui me disent ouais, c'est bon là, papa. Yes quoi. et je me rends, j'ai l'impression, c'est une théorie à moi. Hein, mais quand on est parents, je dis putain, j'en peux plus, il est tout le temps à fond. Peut-être que tu devrais être un peu plus à fond aussi. Et je me suis rendu compte finalement, la marge n'était pas si grande que ça. Au lieu de jouer 5 minutes, tu passes à 10 et c'est lui qui arrête en fait. C'est vrai que nos enfants en fait sont des bons révélateurs de notre état de santé physique. Hein. Ah bah ouais, carrément. Là,
Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir la flemme de me lever, la flemme, tu sais, le truc de tous ces trucs-là. Je dis non, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai. C'est pas possible. Et puis après, bah voilà, les connaissances que j'ai par rapport à ça font que je dis oula, je suis pas au bon niveau là, c'est pas normal. Et puis l'autre truc plus difficile à mettre dans la motivation, mais qui est vrai, c'est un placement pour l'avenir. Oui. Voilà. Si je veux que mes vieux jours soient agréables. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vrai qu'on a tendance, je l'ai vu, j'avais fait un sondage au début du podcast. J'avais une quarantaine de papas entrepreneurs qui avaient répondu et qui disaient, dans le sondage qui ressortait, c'était que la dimension du corps, la santé physique, c'était le pain point numéro 1, quoi. Le point de souffrance parce que tu t'occupes du business. Là, ça te prend toute ta tête. Tu t'occupes de la famille. Puis ensuite, à la fin, il reste pas grand-chose, quoi. Si tu as envie de lire ou faire quoi que ce soit, bon, il te reste un peu de temps. Et la santé physique, c'est souvent, si t'as, en tout cas, moi j'ai pas eu une éducation sportive, ça faisait pas vraiment partie de ma vie. On a l'impression de perdre du temps. Et c'est un cercle vicieux. Parce que moins t'en fais, moins tu as envie, et plus t'es fatigué, plus tu te dis... Et je vois une difficulté aujourd'hui, c'est que en fait, normalement, l'activité physique, il fut un temps, tu l'avais. Oui, naturellement. Tu devais aller marcher pour boire, pour bouffer, tu devais... Quoi qu'il arrive, tu l'avais. Aujourd'hui, c'est contre-intuitif parce qu'il faut se forcer, voire payer à faire un effort. C'est ouf. Et donc il y a vraiment une forme il y a un vrai effort. Et c'est pas normal. Et surtout que notre nature humaine est plutôt à aller vers de la facilité, ce qui est normal. Quand t'étais en pagne dans la nature, si tu pouvais avoir un peu de repos, tu le prenais, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, tu peux être assis tout le temps, tu peux commander ce que tu veux en étant assis, tu peux faire quasiment tout sans bouger. C'est vrai. Donc ça demande une vraie réflexion et d'engager vraiment un truc et de le mettre dans le planning, d'avoir des gens qui t'attendent, tu vois, pour le faire, quoi. C'est vrai. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci à toi, c'était trop cool. Chers parents entrepreneurs, tu n'as pas besoin de nouvelles routines, ni de la dernière stratégie IA ou le hack de développement personnel pour développer ton entreprise et tenir bon. Ce que tu as besoin, c'est de principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Je te promets pas de faire des millions, je te promets pas le petit hack qui va tout révolutionner. Moi, ce que je te propose, c'est des principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Si tu es parent, tes enfants, tu sais que tu rentres dans une nouvelle dimension temporelle. Tu es parti pour un long moment. Et ce que tu veux, c'est une entreprise solide qui va t'aider à construire dans le temps, te donner de la liberté, mais aussi bâtir un héritage pour tes enfants. Et c'est ce que je te propose dans cette formation, les 12 principes pour t'aider à apaiser ton esprit dans les moments de difficulté, dans les tensions de la vie de famille, pour tenir bon dans la durée. Je m'appelle David Bonhomme, ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté 2 sociétés. Une, on est passé de 160 € à 4,7 millions. L'autre, de 0 à plus de 2 millions. J'ai dans des périodes de pic, géré plus de 60 salariés. Ça fait plus de 15 ans que je suis marié avec Hélène. 4 enfants, des jumeaux et des gars et des filles. Et ce qui m'a aidé à tenir, ce sont des principes solides que j'ai appris d'entrepreneurs qui ont fait des belles carrières ou des millions, par certains des milliards, et qui ont réussi à tenir dans la durée. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont leur parcours professionnel, leur parcours personnel et familial. Et je suis allé rencontrer ces gens-là et j'ai adopté leurs principes. J'ai transformé leurs leçons d'expérience en principes que je te partage là pour t'inscrire dans la durée, avoir une entreprise solide au service de ta famille avec des relations fortes qui vont tenir dans le temps. Je te laisse découvrir ça.